mardi 4 juillet, ce soir à 24h60. Le nord du Québec brûle, des évacuations par centaines et la fiabilité de régions du Québec est mise en question. Mise en place d'une commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Le ministre des Ressources naturelles et responsable du Québec, Marcel Ouellet, s'en démontre. Et l'Égypte, toujours sous grande tension, le président intérimaire est assermenté, la chasse aux frères musulmans se poursuit, et les nombreuses agressions sexuelles commises pendant les manifestations restent impunies. Notre direction régionale de la sécurité civile, de la sécurité incendie de l'Outaouais, de la Abitibi-Témiscamingue, du Nord du Québec sont à pied ferme sur cette question, coordonnent l'ensemble des activités qui s'y mènent. La société Surfeu, qui est une société qui assure la protection et la défense et l'intervention lorsqu'il y a des feux de forêt, est aussi disponible. Il y a une coordination avec le gouvernement fédéral, avec Parc Canada, entre autres. Donc, toutes les actions que nous devons mener sont menées de façon systématique, là où il faut les mener. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'édition. La Première ministre Pauline Marois assure que tout est mis en œuvre pour circonscrire les feux de forêt qui font rage dans le nord de la province. Mais c'est encore bien loin d'être gagné. Et l'enjeu grandit chaque jour. D'abord pour la sécurité, mais aussi pour la santé des travailleurs, des habitants du Nord. Ensuite, parce que le sud du Québec est aussi affecté par les pannes d'électricité qui se multiplient malgré les assurances d'Hydro-Québec. 1,5 million de foyers étaient privés de courant en début de soirée. Parce qu'à Montréal, heureusement, les choses se sont un peu améliorées au cours des dernières minutes. Oui, absolument. Les derniers chiffres que nous avons obtenus d'Hydro-Québec parlent d'un nombre de 288 000 abonnés qui sont privés d'électricité. Donc, c'est la moitié du chiffre que vous avez avancé au plus fort de cette panne électrique. Et pourtant, le PDG d'Hydro-Québec, Thierry Vandal, avait annoncé ce matin qu'il y avait eu une reconfiguration du réseau électrique pour acheminer le transit d'électricité plus vers l'est de la province, vers les régions où Hydro-Québec a des installations dans les régions de Churchill, Outarde, également Nanic. On voulait épargner le corridor nord-sud menant à la baie James. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, encore une fois, c'est le déclenchement du système de protection de la ligne de transport qui a finalement provoqué cette panne électrique à l'approche d'une chaleur intense dégagée par la cuvée des feux de forêt. Là-dessus, voici le porte-parole d'Hydro-Québec. Maintenant, pour comprendre que le réseau électrique, c'est une bonne nouvelle que les mécanismes de protection se déclenchent lorsqu'il y a des aléas de ce type-là, parce que ça permet au réseau justement de se protéger et d'éviter qu'il y ait des pannes généralisées. Le réseau est conçu ainsi, il est beaucoup plus robuste. Donc, pour répondre à votre question sur la prévision, évidemment, nous avons pris les mesures qui s'imposaient. On est en lien avec la SOPFEU, on communique régulièrement avec eux, nos météorologues sont en lien, on essaie d'évaluer la situation, de prévoir la direction des vents, l'impact des feux de forêt. Malheureusement, malgré les mesures de protection prises, il y a encore des pannes, mais comme je vous le disais, ça diminue très rapidement. 500 000 clients au plus fort. Donc, la situation revient tranquillement à la normale. Les pannes d'électricité sont essentiellement concentrées dans les régions des Laurentides, la Naudière, Montérégie et la région métropolitaine de Montréal. Au plus fort de cette panne d'électricité, il y avait près d'une centaine de municipalités qui étaient privées de courant. Également, sur l'île de Montréal-Michel, près de 200 000 abonnés. Donc, on suit la situation pour vous, évidemment. Très bien. Merci, Pascal. Bonne soirée. Si le sud du Québec souffre de panne d'électricité, le nord de la province, lui, est en mode survie. Les municipalités sont isolées, les entreprises sont actuellement affectées, et les évacuations se comptent déjà par centaines. J'ai fait le point un peu plus tôt avec Jacques Vigé, le directeur régional de la sécurité civile et du service des incendies pour les Abitibi-Témiscamingue. Bonsoir, M. Vigé. Michel, bien, bonjour. Alors, dites-moi tout d'abord, combien d'incendies de forêt sont en activité actuellement dans votre secteur? Présentement, dans le nord du Québec, il y a 8 à 9 incendies de forêt en force. Le plus important étant celui dans la région d'Eastmain. Oui, c'est sur le territoire de la municipalité de Regime, près de Eastmain, puis vers la route de Regime. Et celui-là est vraiment très important en termes de superficie. Et, je dirais, au moment où on se parle, il y a 350 000 hectares de brûlés présentement. Oui, c'est un des plus, c'est le plus important. Bon, 350 000 hectares, pour nous, c'est un peu difficile de se figurer ça. Là, on a fait des comparaisons un peu plus tôt avec le lac Saint-Jean. C'est quoi? C'est 2 fois, 3 fois le lac Saint-Jean? Ah, à peu près. 3 fois? Oui. C'est immense, donc. C'est très, très grand. Parfait.
effectivement. Dans cette région-là du Québec, est-ce que c'est pas un peu la norme des incendies de grande envergure? Grand comme celui-là, c'est assez exceptionnel, mais bon an, mal an, effectivement, on a de bons feux, de grands feux. Disons qu'aux 4-5 ans, on a des gros feux comme celui-là. Cette année, là, c'en est un assez particulier. Et qu'est-ce qu'il représente comme difficulté? Bon, présentement, il y a beaucoup de fumée et il est très large, donc la fumée et les vents font en sorte que ça s'en vient vers la route de la Beijing et ça s'en va là, dans le milieu de la forêt comme telle. Par contre, chemin faisant, ben, effectivement, il a transité vers le village de East Main et le feu a traversé la route qui va au village menant la route de la Beijing. Il y a une intersection qui va vers le village de East Main. Alors le feu a passé là. Puis le long de cette route-là, ben, il y a la ligne électrique. Et la ligne électrique, ben, elle est sur des pilotes de bois. Donc, ça a été problématique de ce côté-là. Et là, encore, la route n'est pas praticable pour aller à East Main parce qu'il y a trop de fumée. Encore. Est-ce qu'il y a eu des évacuations? Oui, bien, on a évacué à East Main les gens du ministère des Affaires du Nord du Canada. Ils ont évacué 275 personnes qui ont été prises en charge par la Croix-Rouge à Val-d'Or. C'est surtout des gens qui ont des problèmes d'asthme, des personnes âgées, des femmes avec des enfants aussi. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont choisi de rester sur place malgré tout. Ah oui, il y a encore 400-500 personnes là, dans le village, là, présentement, qui donnent un coup de main là, à la feu puis pour faire des coups de feu autour de ce village-là, pour éviter que le village passe au feu. Est-ce que vous considérez la possibilité d'évacuer d'autres personnes ailleurs, peut-être au cours des prochaines heures, si ça se J'ai poursuit? déjà fait, mon cher ami. Oui. On a déjà une grosse lumière au Pinaco, il y a à peu près 500 employés d'évacuer. Il y a Sarcelles où est-ce qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'employés très évacués. Il y a un poste de relais entre Matagami et Radisson, il y appelle ça le kilomètre 381. Il est fermé, tout le monde est évacué. Non, il y a beaucoup de monde d'évacués qui sont partis vers soit Radisson ou vers Val-d'Or. Mais pour l'instant, vous ne déplorez pas de blessés pour l'instant? Non, il n'y a pas de blessés. Bon, tant mieux. Parlez-nous un peu des équipes qui sont sur le terrain. Est-ce que la sorte-feu contribue là maintenant à lutter contre cet incendie? Oui, bien, dès que le feu approche d'une communauté autochtone ou des installations d'Hydro-Québec, ces deux entités-là ont des contrats avec la Sorte-Feu. À ce moment-là, la Sorte-Feu, à la demande de ces partenaires-là, ben, elle envoie des effectifs. Présentement, comme je vous disais tantôt, il y a des gens qui combattent le feu autour du village de East Main et le reste, ben, pour l'autre partie, l'autre section, ça s'en va vers la forêt, ça ne touche pas personne pour l'instant. Tout ce qui incommode, c'est la fumée, parce que la fumée va très très loin. On l'a vu même aller jusqu'à Montréal. Ouais. Mais il a fallu beaucoup de temps avant qu'on réclame l'intervention de la sorte-feu, vous ne trouvez pas? Non, on l'a réclamé dès qu'on a vu que les plantes s'en allaient vers les villages autochtones. Mais après, on l'a brûlé dans ce territoire-là parce que le feu, le bois, il n'est pas commercialement rentable. Alors, on l'a brûlé. Et je pense que globalement parlant, c'est à peu près 1% de la forêt québécoise qui brûle chaque année. Hein. Ah, ça, c'est un chiffre que vous me demandez, que je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. D'accord. Mais ça fait un peu partie du processus de régénérescence de la forêt, de toute façon. Sûrement. D'accord. Au moment où on se parle, vous n'avez pas de crainte particulière pour qui que ce soit? Ben, on a des craintes, c'est que si ça perdure et les vents ne changent pas de côté, effectivement, il va falloir alimenter les villages autochtones sur le territoire. Ça va être une problématique. Soit aller en aliments, en essence et en fourniture. Là, on commence effectivement à chercher des plans B, transport par avion, parce qu'on est capable encore de rentrer par avion dans toutes les communautés du territoire. Donc, à ce moment-là, c'est clair qu'on va être capable de faire un bon bout. Est-ce que les équipements dont vous auriez besoin? Non, les équipements qu'on a besoin, on les a. D'accord. Et côté météo, ça se présente comment? Ben là, on espère que la nature va nous aider. On nous annonce peut-être un petit peu de pluie samedi, potentiellement. On espère qu'il va en avoir beaucoup. À condition qu'il n'y ait pas trop d'orage, parce que c'est risqué, ça aussi. Exact, vous avez raison. Merci beaucoup, M. Vigée, d'avoir fait le point pour nous. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Ces incendies dans le Grand Nord ont des conséquences sur les équipements d'Hydro-Québec, comme on l'a vu hier avec les pannes dans le métro de Montréal. Et encore présentement, il y a des milliers d'abonnés, je vous le rappelle, des milliers de personnes qui subissent à nouveau ces pannes en raison de ces bains de feu. Alors, avant de parler avec la prochaine invitée de la Commission sur les enjeux énergétiques, avec le ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet, donc,
Il y en a plusieurs qui se demandent si on aurait pu éviter ces temps. Madame Moret, bonsoir. Bonsoir, M. Bon, on entendait tantôt M. Vigée nous dire que dès le moment où on a vu que le feu dirigeait vers les communautés autochtones, on a demandé à la SOCFU d'intervenir. Est-ce qu'on n'aurait pas dû demander à la SOCFU d'intervenir plus tôt pour éviter justement que ça nuise aux équipements d'Hydro-Québec? En fait, la SOCFU travaille en collaboration avec Hydro-Québec et à la demande d'Hydro-Québec, la SOCFU peut y intervenir. Donc là, il faut qu'Hydro-Québec aussi fasse la demande d'intervenir. Comme le disait l'intervenant précédent, il y a une entente entre Hydro-Québec et la SOCFU. Et la SOCFU, très clairement, elle intervient dès qu'il y a des populations qui risquent d'être touchées, elle intervient. Elle intervient sur tous les territoires où il y a des garanties d'approvisionnement. Donc, le ministère des Ressources naturelles octroie des garanties d'approvisionnement pour aller récolter le bois. Et sur les équipements des entreprises, à la demande des entreprises, elle peut aller intervenir. Mais la ligne de transmission d'Hydro-Québec doit être quand même jugée prioritaire, j'imagine, dans ce secteur-là. Oui, c'est jugé prioritaire, mais là, c'est aussi Hydro-Québec qui doit faire ses analyses en fonction de l'ensemble de la gestion de son réseau. Et vous savez, c'est pas facile d'évaluer des feux de forêt comme ça et comment ils vont se propager, à quelle vitesse ils vont se propager, quelle direction ils vont prendre. Et c'est effectivement des situations que nous déplorons qu'il y ait des feux comme ça parce que ça a des impacts importants. Mais je peux vous dire que la SOCFU, avec 44 équipes, 14 avions citernes et 22 hélicoptères là, qui sont actuellement mis à contribution. Il y a eu des arrosages aujourd'hui, il y a encore des arrosages qui se font là en soir. Ouais, ce qui est rassurant, c'est que les mécanismes de protection du réseau fonctionnent. En tout cas, par contre, ça s'est produit encore une fois aujourd'hui. Alors, est-ce que là, il n'y a pas là un problème? Est-ce qu'on n'aurait pas pu réalimenter l'électricité autrement vers le sud? En fait, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec M. Vandal, le président directeur général d'Hydro-Québec, hier soir et aujourd'hui, à 2 reprises pour faire le suivi du dossier. Et eux aussi font l'évaluation de l'évolution du feu de forêt. Mais c'est extrêmement difficile à prédire comment ça va évoluer. Et ils ne pensaient pas qu'il allait évoluer de cette façon-là. Donc, il y a eu un autre déclenchement aujourd'hui. Mais comme vous avez vu, le rétablissement est quand même assez rapide. Moi, on m'informe qu'à ce moment-ci, là, il resterait 100 000 personnes là, à rétablir. Il y avait 3 lignes qui ont déclenché. Une ligne a été remise. Et là, Hydro-Québec est à l'œuvre pour continuer à faire les réenclenchements. Est-ce que vous comptez, en tant que ministre responsable d'Hydro-Québec, demander une enquête particulière sur ces événements des dernières fois? On est en contact continuel avec Hydro-Québec. Vous savez, la chaleur, la fumée, les particules, avec les lignes électriques, ça ionise, ça a fait déclencher les mécanismes de protection, ce qui est une bonne chose parce que ça permet de protéger les lignes. Hydro-Québec aussi m'avait informé qu'ils allaient protéger les équipements en mettant de la mousse autour des équipements pour avoir plus d'humidité, que les équipements ne puissent pas être à risque. Donc, je crois qu'Hydro-Québec a aussi fait son travail, mais ça, c'est comme on dit en bon français, up top God. Donc, Mère Nature, c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir le contrôle sur Mère Nature. Et des feux de forêt de cette ampleur-là, c'est quand même exceptionnel. Et tout est mis en œuvre pour qu'on puisse avoir le meilleur contrôle. Moi, on m'informe que sur les feux de forêt, 2 sont contenus, 2 sont en contrôle. Il restait dans les 5, un qui serait hors contrôle. D'accord. Parlez-nous maintenant de cette commission dont vous avez procédé au lancement ce matin, la commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Les travaux vont se produire à l'automne. Essentiellement, qu'est-ce que vous espérez de cette commission? En fait, avec les 2 coprésidents, Normand Mousseau et Roger Lanoux, qui vont aller écouter la population. On a eu le secteur énergétique tant au Québec en Amérique du Nord qu'au niveau mondial est vraiment en pleine mutation. Il y a des changements importants. On parle de l'augmentation importante du prix du pétrole, qu'on pense à la lutte au changement climatique. L'exploitation des hydrocarbures non conventionnels comme le gaz de schiste, qui a mis beaucoup d'offres de gaz sur le marché, qui a fait chuter le prix du gaz naturel. Donc, il faut que le Québec prenne le virage. Et avec la consultation, on veut aller écouter la population. Nous, on s'est donné des perspectives. On veut que la future politique soit dans une perspective de diminution des gaz à effet de serre, avec une priorité à l'efficacité énergétique dans tous les secteurs d'énergie, tous les secteurs aussi industriels, commerciaux, institutionnels, résidentiels, transport, les énergies renouvelables, après ça, les traditionnels comme l'hydraulique, l'éolien, les énergies émergentes, parce qu'on en a au Québec, on n'utilise peut-être pas assez le solaire thermique. La géothermie, les hydroliennes, qui est une nouvelle technologie que j'ai eu l'occasion de visiter la semaine passée, exceptionnelle, qui est fabriquée au Québec. Et ensuite, on peut diminuer la consommation de combustible fossile. Et l'une des bonnes façons, c'est l'électrification des transports, qui est vraiment un projet de développement économique qui peut être très intéressant pour le Québec. On a des entreprises émergentes dans les composantes électriques, plusieurs dans les batteries, dans les moteurs, dans le matériel et dans les batteries. On a des entreprises qui fabriquent des véhicules de transport. Donc, on pourrait faire du développement économique qui nous permet de diminuer le gaz à effet de serre, qui permet de diminuer le smog. Est-ce qu'on peut développer ces
petit nouveau mécanisme dont vous avez parlé, alors qu'on est déjà en surplus de production au Québec. Tout à fait. Tout à fait, parce que dans la diminution des gaz à effet de serre, premièrement, c'est surtout les combustibles fossiles qui vont nous viser. Parce qu'au Québec, contrairement à nos voisins du sud, de l'Est et de l'Ouest, nos principaux émetteurs de gaz à effet de serre sont le transport et l'industrie, contrairement à nos voisins qui, eux, c'est la production d'électricité. Nous, notre électricité, et on est vraiment privilégiés, on a fait des choix dans le passé qui, aujourd'hui, sont payants dans tous les sens du terme, au niveau environnemental, au niveau économique. Notre électricité est faite à 99,5%. Ce qui est exceptionnel, on a une des meilleures énergies au monde au niveau électrique. Mais les efforts sont à faire pour diminuer les gaz à effet de serre, beaucoup la consommation, donc au niveau du transport, diminuer la consommation de pétrole. On achète à 14 milliards de pétrole dans l'importation ici au Québec. Si on peut réduire cette facture-là, et nous on pense qu'avec une facture aussi importante, on est réaliste, il y aura une période de transition. On pense qu'il est intéressant au niveau économique d'examiner l'exploitation du pétrole au Québec, mais dans une perspective de regarder l'ensemble des impacts environnementaux en dialogue avec l'économie et maximiser les rencontres économiques. Vous êtes plus ouvert à l'endroit d'exploitation pétrolière qu'à l'endroit d'exploitation du gaz de schiste. Tout à fait, parce que le gaz de schiste, c'est différent. Le gaz de schiste se situe dans la vallée du Saint-Laurent, qui est un territoire habité. C'est pas du tout la même chose. Les impacts environnementaux ne sont pas du tout de la même ampleur sur les populations. Et il y a des impacts environnementaux que je peux vous dire qu'actuellement, le gaz de schiste, avec le prix qu'on a du gaz naturel, à cause du gaz de schiste, en plus, c'est pas économique de l'exploiter. Voilà, on se concentre avec intérêt. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonsoir. Aujourd'hui, les riches en actualité, nous avons